Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va s'attaquer à un problème qui gâche littéralement nos soirées et, disons-le, une bonne partie de notre vie moderne. Je suis avec Thomas, notre expert en psychologie comportementale. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et oui, aujourd'hui on va parler de pourquoi, paradoxalement, avoir trop de choix, ça nous rend malheureux. C'est exactement ça. Je veux dire, hier soir, c'était vendredi. J'avais commandé une pizza, je me suis installée devant Netflix, prête à me détendre. Et devine quoi? J'ai passé 45 minutes à scroller, à regarder des bandes annonces, à lire des résumés. Résultat, ma pizza était froide, j'étais agacée et j'ai fini par mettre un épisode de Friends que j'ai déjà vu 12 fois. Dis-moi que je ne suis pas folle. Tu n'es absolument pas folle, Sarah. Tu es juste une victime classique du paradoxe du choix. C'est un concept théorisé par le psychologue Barry Schwartz. En gros, notre cerveau nous dit que plus on a d'options, plus on est libre, et donc plus on devrait être heureux. Sauf que la réalité biologique et psychologique, c'est l'inverse. L'abondance paralyse. C'est contre-intuitif, non? On se bat pour avoir le choix, pour la liberté. Mais commençons par le début. Tu voulais me parler d'une expérience fondatrice avec de la confiture, je crois. Ça me parle, j'adore la confiture. Oui, c'est l'étude célèbre de Sheena Iyengar réalisée dans une épicerie haut de gamme en Californie. C'est vraiment la base de tout. Imagine la scène. Un samedi classique, des clients font leurs courses. Les chercheurs installent un stand de dégustation de confiture Wilkin & Sons. Jusque-là, tout va bien. C'est plutôt sympa comme ambiance. C'est là que ça devient intéressant. Ils ont alterné entre deux configurations. Le premier week-end, ils installent un stand avec 24 parfums de confiture différents. Fraises, framboises, kumquat, myrtille, tout ce que tu peux imaginer. C'était visuellement impressionnant. J'imagine que ça devait attirer du monde. 24 pots alignés, ça donne envie de s'arrêter. Exactement. Et les chiffres le confirment. 60% des clients qui passaient devant le stand se sont arrêtés pour goûter. C'est énorme. L'abondance attire l'attention. C'est indéniable. On est des curieux de nature. D'accord, donc beaucoup de curieux. Et la deuxième configuration? Le week-end suivant, ils ont réduit l'offre drastiquement. Sur le stand, il n'y avait plus que 6 pots de confiture, juste 6 parfums basiques. Et là, seulement 40% des clients se sont arrêtés. Donc, première conclusion, on est moins attiré par une offre restreinte. Logique. Mais j'imagine que le but de l'épicerie, ce n'est pas juste de faire goûter, c'est de vendre. C'est là que le piège se referme. Avec le stand de 24 confitures, parmi tous les gens qui se sont arrêtés, devine quel pourcentage a fini par acheter un pot. Je ne sais pas, s'ils étaient très nombreux à s'arrêter, disons 20%? 3%. Seulement 3%. C'est ridicule. Les gens goûtaient, hésitaient, regardaient les 24 étiquettes, le cerveau surchauffait et ils repartaient les mains vides en se disant « je choisirai plus tard ». Et avec les 6 confitures? 30%. 30% des gens ont acheté. C'est 10 fois plus. Tu te rends compte? En offrant moins de choix, ils ont multiplié les ventes par 10. C'est dingue quand on y pense. Ça veut dire que face à 24 options, le cerveau bug complètement? C'est exactement ça, un bug système. Quand tu as 6 options, tu peux comparer. Ok, j'aime pas l'orange, la fraise c'est classique, tiens, je vais prendre abricot. Le calcul est vite fait. Quand tu en as 24, la charge cognitive est trop lourde. Tu dois comparer 24 prix, 24 goûts potentiels. La peur de se tromper devient plus forte que l'envie de manger de la confiture. Donc, tu ne fais rien. L'inaction devient la solution par défaut pour éviter l'erreur. C'est fascinant, et ça explique tellement de choses. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma pizza froide devant Netflix. Je suis le client devant les 24 confitures. Sauf... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va s'attaquer à un problème qui gâche littéralement nos soirées et, disons-le, une bonne partie de notre vie moderne. Je suis avec Thomas, notre expert en psychologie comportementale. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et oui, aujourd'hui on va parler de pourquoi, paradoxalement, avoir trop de choix, ça nous rend malheureux. C'est exactement ça. Je veux dire, hier soir, c'était vendredi. J'avais commandé une pizza, je me suis installée devant Netflix, prête à me détendre. Et devine quoi? J'ai passé 45 minutes à scroller, à regarder des bandes annonces, à lire des résumés. Résultat, ma pizza était froide, j'étais agacée et j'ai fini par mettre un épisode de Friends que j'ai déjà vu 12 fois. Dis-moi que je ne suis pas folle. Tu n'es absolument pas folle, Sarah. Tu es juste une victime classique du paradoxe du choix. C'est un concept théorisé par le psychologue Barry Schwartz. En gros, notre cerveau nous dit que plus on a d'options, plus on est libre, et donc plus on devrait être heureux. Sauf que la réalité biologique et psychologique, c'est l'inverse. L'abondance paralyse. C'est contre-intuitif, non? On se bat pour avoir le choix, pour la liberté. Mais commençons par le début. Tu voulais me parler d'une expérience fondatrice avec de la confiture, je crois. Ça me parle, j'adore la confiture. Oui, c'est l'étude célèbre de Sheena Iyengar réalisée dans une épicerie haut de gamme en Californie. C'est vraiment la base de tout. Imagine la scène. Un samedi classique, des clients font leurs courses. Les chercheurs installent un stand de dégustation de confiture Wilkin & Sons. Jusque-là, tout va bien. C'est plutôt sympa comme ambiance. C'est là que ça devient intéressant. Ils ont alterné entre deux configurations.
Le premier week-end, ils installent un stand avec 24 parfums de confiture différents. Fraises, framboises, kumquat, myrtille, tout ce que tu peux imaginer. C'était visuellement impressionnant. J'imagine que ça devait attirer du monde. 24 pots alignés, ça donne envie de s'arrêter. Exactement. Et les chiffres le confirment. 60% des clients qui passaient devant le stand se sont arrêtés pour goûter. C'est énorme. L'abondance attire l'attention. C'est indéniable. On est des curieux de nature. D'accord, donc beaucoup de curieux. Et la deuxième configuration? Le week-end suivant, ils ont réduit l'offre drastiquement. Sur le stand, il n'y avait plus que 6 pots de confiture, juste 6 parfums basiques. Et là, seulement 40% des clients se sont arrêtés. Donc, première conclusion, on est moins attiré par une offre restreinte. Logique. Mais j'imagine que le but de l'épicerie, ce n'est pas juste de faire goûter, c'est de vendre. C'est là que le piège se referme. Avec le stand de 24 confitures, parmi tous les gens qui se sont arrêtés, devine quel pourcentage a fini par acheter un pot. Je ne sais pas, s'ils étaient très nombreux à s'arrêter, disons 20%? 3%. Seulement 3%. C'est ridicule. Les gens goûtaient, hésitaient, regardaient les 24 étiquettes, le cerveau surchauffait et ils repartaient les mains vides en se disant « je choisirai plus tard ». Et avec les 6 confitures? 30%. 30% des gens ont acheté, c'est 10 fois plus. Tu te rends compte? En offrant moins de choix, ils ont multiplié les ventes par 10. C'est dingue quand on y pense. Ça veut dire que face à 24 options, le cerveau bug complètement? C'est exactement ça, un bug système. Quand tu as 6 options, tu peux comparer. Ok, j'aime pas l'orange, la fraise c'est classique, tiens, je vais prendre abricot. Le calcul est vite fait. Quand tu en as 24, la charge cognitive est trop lourde. Tu dois comparer 24 prix, 24 goûts potentiels. La peur de se tromper devient plus forte que l'envie de manger de la confiture. Donc, tu ne fais rien. L'inaction devient la solution par défaut pour éviter l'erreur. C'est fascinant, et ça explique tellement de choses. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma pizza froide devant Netflix. Je suis le client devant les 24 confitures, sauf que j'ai 5000 films. Voilà, on entre dans la deuxième phase, la paralysie et le regret. Netflix, c'est l'expérience de la confiture sur stéroïdes. Tu n'as pas 24 pots, tu as des milliers de titres. Et le problème, Sarah, c'est que la technologie a exacerbé un trait de caractère qu'on appelle la maximisation. La maximisation? C'est quoi? C'est vouloir le maximum de trucs? Pas le maximum de quantité, mais le maximum de qualité. Schwartz distingue 2 types de personnes, les satisfiers et les maximizers. Le satisfier, c'est celui qui a des critères simples. Il se dit « je veux voir un film d'action avec des explosions ». Il tombe sur Die Hard, il clique, il regarde, il est content. Ça a l'air reposant d'être comme ça. Et le maximizer, je sens que je vais me reconnaître. Le maximizer, lui, il ne veut pas juste un bon film. Il veut voir le meilleur film possible à cet instant précis. Il se dit « si je regarde Die Hard, peut-être que je rate un document incroyable qui changerait ma vie, ou cette nouvelle série dont tout le monde parle ». Il cherche l'optimisation absolue. Oh mon Dieu, c'est tellement moi. C'est cette petite voix qui te dit « et si l'option juste à côté était mieux ?» C'est de l'anxiété pure en fait. C'est totalement de l'anxiété. Et c'est pour ça que tu finis par regarder Friends. Parce que Friends, c'est une valeur sûre. Tu sais exactement ce que tu vas obtenir. Le risque est de 0. Quand tu as passé 45 minutes à scroller, ton cerveau est épuisé par la prise de décision. On appelle ça la fatigue décisionnelle. Tu n'as plus l'énergie de parier sur un nouveau film, donc tu retournes vers le connu. Donc en fait, Netflix nous donne tellement de liberté qu'on s'enferme nous-mêmes dans une prison de rediffusion pour ne pas avoir à affronter le risque d'être déçu. C'est une excellente façon de le résumer. Et le pire, c'est que même si tu choisis finalement un nouveau film, disons un thriller super bien noté, tu risques de moins l'apprécier que si tu n'avais eu que 2 choix. Pourquoi? Si le film est bien, il est bien, non? Pas pour un maximizer. Pendant le film, au moindre petit moment d'ennui, tu vas penser « Ah, j'aurais dû lancer l'autre comédie romantique ». Tu n'es pas à 100% dans l'expérience. Tu es dans le regret anticipé. Tu fantasmes sur les options que tu as rejoutées. Ce qui nous amène directement à ton troisième point, le coût d'opportunité. C'est un terme d'économie, ça, non? Oui, mais ça s'applique parfaitement à notre psychologie quotidienne. Le coût d'opportunité, c'est la valeur des options auxquelles tu renonces quand tu fais un choix. Choisir, c'est renoncer. C'est une phrase que l'on connaît tous, mais on ne mesure pas à quel point elle est douloureuse à l'ère du numérique. C'est le deuil des possibles? Exactement. Prenons un autre exemple qui fait des ravages. Les applications de rencontres comme Tinder ou Bumble. C'est l'enfer du coût d'opportunité. Ah oui, le fameux « le prochain profil sera peut-être mieux ». C'est ça. Avant, tu rencontrais quelqu'un au travail ou dans un bar. Le choix était limité aux gens physiquement présents. Si le courant passait, tu te lançais. Aujourd'hui, tu as un catalogue infini d'êtres humains dans ta poche. Même si tu tombes sur quelqu'un de génial, une partie de ton cerveau se dit « oui, il est sympa, mais il y a peut-être un architecte plus drôle et plus grand à un swipe de distance ». C'est horrible quand on y pense. On transforme les gens en produits de consommation comparables. Et du coup, on ne s'engage jamais vraiment. On ne s'engage pas et surtout, on est perpétuellement insatisfait. La perfection n'existe pas, mais l'abondance de choix nous donne l'illusion qu'elle est à portée de main si on cherche juste un peu plus longtemps. C'est pareil sur Amazon. Tu as déjà essayé d'acheter une brosse à dents électrique? Ne m'en parle pas. J'ai passé 1 heure à lire
lire les avis clients la dernière fois. La batterie tient 3 jours, les poils sont trop durs. Au bout d'un moment, tu as l'impression que le choix de ta brosse à dents va déterminer ton avenir. Voilà, tu investis une énergie mentale démesurée pour des enjeux mineurs, et le coût d'opportunité s'accumule. Chaque avis négatif sur le produit que tu envisages d'acheter te fait douter. Tu imagines la brosse à dents parfaite qui n'aurait aucun défaut. Résultat, quand tu reçois ton colis, tu es déjà un peu déçu parce qu'il ne correspond pas au fantasme de perfection que tu t'es construit en comparant 50 modèles. C'est déprimant, Thomas. On est condamné à être malheureux parce qu'on a trop de chance. C'est le problème de riche ultime. C'est un problème de riche, oui, mais c'est un vrai problème de santé mentale. Mais rassure-toi, Sarah, il y a une solution. On peut sortir de ce piège. Ah, enfin une bonne nouvelle. Alors dis-moi, comment je fais pour arrêter de scroller et manger ma pizza chaude? Comment on guérit de la maximisation? La solution, c'est de devenir volontairement un satisfyeur. Il faut réapprendre l'art du Cody 9, le suffisamment bon. Le suffisamment bon. Ça sonne un peu comme de la médiocrité, dit comme ça. On nous apprend toujours à viser l'excellence. C'est là qu'il faut changer de paradigme. Le suffisamment bon, ce n'est pas choisir un truc nul. C'est définir tes critères avant de chercher. Par exemple, pour ton film, tu te dis « je veux voir un film de moins de 2 heures avec un bon acteur que j'aime et qui me fasse rire ». Le premier film qui coche ces 3 cases, tu le lances. Point. Tu ne regardes pas ce qu'il y a après. Donc on s'interdit de chercher mieux une fois qu'on a trouvé bien? Absolument. Tu dois te mettre des œillères volontaires. Barry Schwartz suggère même de réduire artificiellement nos options. Comment on fait ça concrètement? Par exemple, la règle des 2 minutes. Si tu n'as pas choisi ton film sur Netflix en 5 minutes, tu éteins la télé ou tu regardes ce qui passe sur une chaîne classique. Ou alors au restaurant. C'est un cauchemar les menus de restaurant qui font 10 pages. Oh